Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme toujours de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ce matin ? Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous. Et oui, toujours une nouvelle fois, j'allais dire toujours, mais non, une nouvelle fois de bon matin. Donc là, on est vendredi matin, on va même enregistrer 2 émissions dans la foulée. Parce qu'on va bientôt se mettre un petit peu en vacances, on va se mettre au vert, mon cher Kira, pour Ça va faire profiter du des bien. fêtes, tout ça, tout ça. Je crois que tu l'as amplement mérité, enfin, on l'a amplement mérité. Et sinon, ma semaine, bah écoute, j'ai pas fait grand-chose à part ma rentrée scolaire. J'ai fait ma rentrée, je suis de nouveau officiellement un Ça y est, étudiant. toi aussi tu retournes sur les bancs ? Je retourne sur les bancs, mais enfin en conservant évidemment mon travail, hein, c'est en plus du job. Et donc j'ai rejoint l'école de commerce Neoma, ceux qui connaissent, peut-être qu'on a des auditeurs qui sont de cette école, donc big up à vous. Et pour le reste de la semaine, je vais l'égrener plutôt pendant l'émission pour pas prendre trop de temps. Donc à toi Kira, on t'écoute. Moi cette semaine j'ai travaillé et travaillé. Pas mal, Donc ça. du coup j'ai rien fait d'autre. Ah si, j'ai regardé Avatar 1 et 2 pour me préparer à Avatar 3 que je vais Ah, voir dimanche. Donc toi quand qui vous adore. écouterez l'épisode, voilà, j'irai voir le prochain Avatar. Je suis on fire comme on dit. Du coup, on va quand même se dépêcher, hein, parce que mine de rien, on a pas mal de trucs dans cette émission. Qu'est-ce qu'on a Oui. prévu cette semaine ? Comment on fait plaisir à la taverne ? Tout ça, vous connaissez les Alors principes. en effet, on drop un peu parce que l'émission va être assez dense. Donc je vais vous parler d'une démo que j'ai faite. Tu vas nous faire un gros dossier sur Rockstar parce qu'on parle pas assez de GTA alors que toi tu es un grand fan, moi pas trop, mais toi oui. Après on va parler un petit peu de Divinity qui fait parler de lui après les Game Awards. Ensuite, ton test tant attendu, et moi j'avais vraiment hâte que tu nous parles de Ark Raider que je n'ai pas fait et qui cartonne en ce moment. Et on finit par une Madeleine de Proust des années 70, plutôt 80 d'ailleurs, début 80, avec Ulysse 31. Je l'avais promis, je le fais. Et donc, on compte sur votre soutien. Les 5 étoiles, c'est finalement, Kira, la seule chose qu'on a demandé au pied du sapin. C'est des 5 Un étoiles, collier des d'étoiles. commentaires. Ouais, c'est ça. Bien sûr, partagez nos épisodes et faites-vous plaisir avec notre contenu qu'on publie toutes les semaines et c'est notre plus belle récompense. Je propose de lancer le générique et on attaque avec la première news. Allez. Et donc, mon cher Kira, cette semaine, j'ai fait une démo. Enfin, j'en ai même fait 2 d'ailleurs, dans les faits. J'ai fait la démo de Pragmata, tu sais, qui avait été annoncée aux Game Awards sur Steam. Sur Steam. Une démo exclue PC. Donc, moi, je l'ai fait sur Steam Deck, ça tournait plutôt bien. Et c'était plutôt cool. J'ai bien aimé. J'étais un peu surpris par la verticalité des niveaux. Il faut chercher les coffres cachés, etc. Ils vont nous faire, je pense, un petit peu de puzzle game dans le jeu. Et le gameplay était plutôt sympathique, enfin même vraiment très sympa parce que tu sais, tu as cette fonctionnalité de hacker pendant les combats les ennemis pour faire tomber leur défense, ce qui accapare un petit peu ton attention. Et pendant ce temps-là, l'action continue à se dérouler, donc il faut pas se mettre trop en danger. Enfin, c'est un bon levier de tension et d'action. Donc pour l'instant, une démo très courte, donc je n'ai pas un avis dithyrambique, mais c'est sympa. Ça promet un jeu sympathique. Ok. Mais c'est plutôt sur la deuxième démo que je vais m'attarder, Kira. Je te rassure, je ne vais pas parler du jeu parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc, c'est Final Fantasy VII. Ah bah ouf. Qui a drop, Shadow Drop, on peut dire, une démo sur Nintendo Switch 2 et peut-être Xbox. Ça, je sais pas, Kira, s'ils ont sorti la démo aussi sur Xbox. J'en sais fichtre rien. Et en vrai... Ouais, je sais pas du tout. Pourquoi donc c'est sorti la démo est sortie le 16 décembre. Le jeu va arriver sur Xbox enfin. Donc les joueurs Xbox qui depuis longtemps voulaient s'essayer au jeu et qui n'ont pas de PlayStation pourront se lancer dessus. Et aussi la Nintendo Switch 2. Donc à partir du 22 janvier 2026 pour le jeu. Et donc cette démo reprend le premier chapitre. Donc c'est l'explosion du réacteur Mako par les terroristes Avalanche. Et ce qui était intéressant, c'est la partie technique. Est-ce que du coup un jeu quand même triple A de cette envergure qui est sorti d'abord sur PS4 puis PS5
tient la route sur Switch 2. Et on va s'intéresser d'abord à l'analyse de Digital Foundry, tu sais, qui sont un petit peu les tauliers sur l'analyse technique. Je suis pas souvent d'accord avec eux, parce que j'ai l'impression souvent que leurs avis sont peut-être un peu biaisés, parce que parfois ils utilisent pas les mêmes caractéristiques en fonction des jeux, et j'ai vu des trucs des fois chez Digital Foundry depuis quelques temps, pas forcément d'accord moi perso. Plutôt sur PC du coup, si tu parles de caractéristiques. PC, ouais. Quand ils comparent des versions PC avec des versions PS5 Pro par exemple, et qu'on a l'impression que le PC est moins bon, mais c'est juste une question de réglage en fait, donc c'est je sais que dernièrement je n'accorde plus vraiment de crédit. C'est vrai que sur PC il y a la partie configuration, ce qu'on n'a pas sur console. Ah oui, tellement de gens ont des PC différents en fait, enfin c'est difficilement comparable. Donc là on a de la chance, on va s'attaquer uniquement à un comparatif PS5 Switch 2. Et surtout pour aborder la partie software, parce que j'en parlais souvent dans les news tech que je faisais avant. Et donc, ils disent en substance que la version Switch 2 tient la dragée haute à la version PS5, que à l'œil nu, finalement, on aura peu de perception de différence, ce qui est malgré tout sur un petit écran. Non, sur un écran télé. Ce qui, autant... en portable, il n'y a pas d'outil de comparaison possible avec la PS5, puisque la PS5 est uniquement sur télé. Donc le comparatif se situe plutôt sur télé. Et comment c'est possible? En fait, sur cette version Switch 2, il y a deux particularités. La première, c'est le DLSS, que on en parle très souvent, et ça permet d'upscaler artificiellement, mais c'est vraiment le cas, puisque c'est de l'intelligence artificielle, upscaler artificiellement la résolution. Parce que la Switch 2, pourquoi elle est si fluide, pourquoi elle fonctionne bien cette version, c'est qu'elle est en 1080p. Là, on est plutôt sur du 4K ou du 1440 sur les autres versions. Mais c'est grâce au DLSS, justement, que notre perception de la résolution, et c'est ça qui est important, ne change pas. On a bien une résolution inférieure, mais on ne la perçoit pas. Et c'est ça important, c'est la perception en jeu, en fait. Mais en fait, c'est uniquement ça le propos, tu vois, de mon actu. C'est pour une question plus globale en termes de matériel, etc. Et donc le jeu tournera en 30 FPS, comme la version PS4 Pro et la version PS5 résolution, enfin la version PS5 capée, enfin les graphismes au max, je sais plus exactement le terme. Donc elle est en 30 FPS. Et ce qui fait l'énorme différence avec la version PS4 et PS4 Pro, c'est qu'ils ont intégré les assets du jeu PS5, donc de la version Intergrade. Ce qui fait qu'on a une version de perception très très proche de celle de la PS5. Et c'est là où mon avis va rentrer en jeu, c'est que en effet, le jeu est très beau. Le jeu est capé à 30 FPS, donc ça peut être un sacrifice pour certains. Moi, je préférerais du coup plutôt une version PS5 parce que je préfère les jeux en 60 FPS. Mais pour ceux qui s'en fichent des FPS, ils auront en effet une version quasi identique à celle de la PS5, avec très très peu de différence visible à l'œil nu. Et ça, je trouve, ça fait rentrer le jeu vidéo dans une nouvelle ère, celle du software qui prend le pas petit à petit sur le hardware, donc le matériel. Et c'est en ça que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus, dans des machines compactes, un peu moins chères, des machines hybrides, portables ou télé, on va pouvoir avoir un rendu de plus en plus proche de celle des consoles série X ou PS5. Et je trouve que c'est quand même un petit tournant qui est en train de s'amorcer. Et je trouvais que c'était un bon exemple pour illustrer ça, comme j'en ai parlé, tu vois, plusieurs fois avant dans les actus tech. Après, c'est vrai que c'est un plus pour les petites configs. Ça permet de pouvoir jouer à des jeux en maximisant le ressenti. Ça, c'est important. Et au niveau des FPS, vaut mieux avoir un 30 FPS Constant. stable qu'un 60 FPS qui tout saute, on va dire. Donc, pour moi, oui, c'est sûr, pour ceux que ça peut gêner, dans ce cas-là, autant le faire sur PS5 plutôt que sur Switch 2. Mais sinon, en l'état, c'est, on va dire, un petit sacrifice pour pouvoir le jouer déjà en nomade, en fait, ce qui est quand même un plus quand on veut emmener son jeu partout. Après, certains jeux, pour moi, que je dirais plus grandioses, devraient se jouer plus sur la télévision, mais c'est vrai que quand on n'a pas la possibilité de jouer sur grand écran tout le temps, ça permet quand même de jouer à des jeux, de profiter à des grands jeux, en fait, un petit peu partout. Donc le 30 FPS, on va dire, c'est un sacrifice minime. Oui, et je vais faire écho un petit peu à ce que tu disais là tout à l'heure, ou même ce que tu as dit dans les émissions précédentes. En fait, ce qui comptera de plus en plus, et pour le plus grand public, c'est la perception qu'on a des jeux, que dans les faits, techniquement, le jeu sort en 4K natif ou en 1080p upscalé par IA. Oui, en fait, on s'en fiche. Ce qui compte plutôt,
c'est que ce que l'on perçoit est beau, flatte la rétine, si je puis dire, et convient au grand public. Et c'est ça que les logiciels sont en train d'ouvrir comme voie, je trouve. C'est des configs plus petites, plus resserrées, moins chères, moins consommatrices en énergie, mais qui donnent un rendu quasi équivalent, qui conviendra à la majorité des gens. Et c'est ce qui me fait dire aussi, Kira, et c'est là où je vais faire écho à ce que tu disais dans d'autres émissions, c'est que je trouve qu'on a des générations de consoles aujourd'hui où moi, techniquement, j'y trouve mon compte. J'ai pas forcément besoin de plus, ni d'une nouvelle génération de consoles, ni d'investir dans un PC plus puissant ou d'avoir une PS6 dans 1 an, 2 ans. Tout ça, je m'en fiche. Je trouve qu'on a un niveau où ce que l'on voit en jeu est très, très convenable et suffisant à mon goût. Surtout qu'en vrai, ce qui nous limitait avant, c'était vraiment les temps de chargement, qui étaient vraiment une plaie. Essaye de relancer une Xbox Series ou une PS4, c'est un calvaire. Et là, on a vraiment gagné là-dessus. Et c'est vrai que graphiquement, on atteint déjà quand même un sacré pic. Et pareil, les consoles actuelles ne sont, à mon sens, pas encore à 100% en fait. Donc à voir ce que ça va donner sur le long terme. Je vais refaire un petit pont avec le marché du Blu-ray ou du DVD. Beaucoup de télé à l'heure actuelle en fait ont une intelligence artificielle qui permet d'upscaler, on va dire, pour donner un rendu simili 4K. Et c'est vrai qu'au début, j'y croyais pas trop, mais j'ai eu l'occasion de tester sur des DVD tout bêtes, en fait, de voir une amélioration juste en 1080p, donc une qualité Blu-ray. Franchement, c'est sidérant, c'est vraiment très très propre. Et je pense que c'est plus là l'avenir du jeu vidéo, en fait, c'est d'améliorer le ressenti plutôt que la puissance de la machine. Complètement, tu as illustré avec un autre exemple ce que je disais, où le logiciel prendra le pas sur le matériel à terme. Et je pense que c'est une vision raisonnable, éco-responsable de voir les choses et en même temps qui va arranger les bourses. Et je parle bien des porte-monnaies. Les bourses de qui Je parle bien des porte-monnaies parce que les RAM vont devenir plus chers, le stockage l'est de plus en plus. Enfin voilà, je pense que l'avenir, c'est du matériel plus raisonnable, plus resserré, mais avec des softwares très puissants. Donc voilà, c'était ça la conclusion. Donc tu vois, Kira, j'ai parlé de Final Fantasy sans en parler. Tu valides? Alors, je valide la technologie, je valide pas le jeu, mais je valide la technologie. C'est déjà pas mal. On va parler un petit peu de Rockstar Games, car depuis plusieurs mois, le studio derrière la série Grand Theft Auto est au cœur d'une controverse majeure qui dépasse désormais le cadre du monde du jeu vidéo et surtout qui touche des enjeux politiques, sociaux et industriels. Donc pourquoi ? Déjà, on va parler de licenciement, d'accusations de union busting. Alors union busting, c'est lié à tout ce qui est syndicat, donc je développerai tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'à la fin octobre 2025, Rockstar Games a licencié plus de 30 employés impliqués dans un groupe de discussion interne essentiellement dans ses bureaux du Royaume-Uni et du Canada. Selon l'entreprise, ces suppressions de postes résultent de violations des politiques internes, donc des employés auraient partagé des informations confidentielles dont des détails sur le fameux GTA 6, donc un jeu qui est très très important pour l'entreprise Rockstar, dans un canal Discord. Rockstar affirme qu'il s'agit de là d'une faute grave et non de sanctions contre l'exercice de droits syndicaux. Pourquoi ? Parce que le syndicat britannique, donc IWGB, je ne vais pas vous le faire en anglais avec mon accent dégueulasse, et de nombreux observateurs dénoncent ces licenciements comme un acte de répression syndicale visant à décourager toute tentative d'organisation collective au sein du studio. Alors, les employés licenciés auraient en réalité discuté principalement de leurs conditions de travail et non de fuite de contenu, selon le syndicat, bien sûr. Je mets entre guillemets, parce que on n'était pas là. Moi-même faisant partie d'un syndicat, voilà, je sais que on a tendance à orienter certaines choses en fonction de notre prisme et de notre point de vue, si tu veux. La vérité reste la même, mais elle est annoncée différemment. Donc, encore une fois, je mets des guillemets. Il y a eu des grèves, des manifestations, il y a également une pression politique. Pourquoi ? Parce que la situation a rapidement dégénéré, en fait. Donc, manifestation, c'est en France et au Royaume-Uni, devant les locaux de Rockstar et de sa maison mère, Tech2 Interactive. Les travailleurs protestent contre ce qu'ils qualifient d'un déni de droits syndicaux et demandent des explications sur les méthodes de gestion des ressources humaines du studio. L'affaire a également pris une tournure politique majeure après que le Premier ministre britannique a déclaré que la situation était profondément préoccupante et a annoncé que le Parlement lancerait une enquête officielle pour déterminer si les actions de Rockstar respectaient la législation britannique sur les droits du travail.
Parallèlement à cette crise, Grand Theft Auto 6, l'un des jeux les plus attendus de la décennie, on va pas se le cacher, a subi un report donc de sa sortie de plus d'1 an. Donc il était initialement prévu à l'automne 2025, puis repoussé au printemps 2026. La sortie du jeu a finalement été annoncée pour le 19 novembre 2026. Avant Noël. Ce retard prolongé s'explique en partie par les défis techniques et narratifs du développement, mais certains analystes estime que les troubles internes ont aussi pesé du moins sur l'avancement du projet. Okay. Des anciens employés et analystes notent que malgré ces tensions, Rockstar tente de préserver la qualité de sa production. Donc là, je vais mettre des guillemets là-dessus, j'expliquerai tout à l'heure. Donc le crunch, pour les néophytes, c'est des heures supplémentaires intensives pour respecter des échéances de sortie. Pourquoi j'ai mis des guillemets ? Parce que cette crise actuelle ravive également un précédent bien connu dans l'histoire de Rockstar. Lors du développement de Red Dead Redemption 2, donc sorti en 2018, le studio avait fortement été critiqué pour ses pratiques de crunch abusives. Plusieurs développeurs avaient témoigné sur des semaines de travail dépassant régulièrement les 80 heures, sur des périodes prolongées, donc c'est-à-dire sur plus d'1 an, d'après ce qu'il se dit, au nom de l'exigence et de la qualité du jeu. Face à ce tollé médiatique et aux critiques de l'industrie, Rockstar avait alors reconnu des excès, tout en minimisant certains témoignages. Bon, encore une fois, c'est une question de point de vue, 80 heures c'est quand même beaucoup, avant de promettre publiquement un changement de culture interne. Le studio avait annoncé vouloir améliorer les conditions de travail, mieux planifier ses projets et éviter le recours systématique au crunch intensif. Donc aujourd'hui, alors que GTA 6 est en développement depuis de nombreuses années, les tensions sociales, les licenciements, les accusations de répression syndicale donnent le sentiment pour certains observateurs que la promesse faite après Red Dead Redemption 2 n'ont pas du tout porté leurs fruits, concrètement, et du moins qu'elle peine à se traduire concrètement dans le contexte de production toujours plus colossal. Parce que là, on arrive vraiment dans un stade où les ambitions du jeu sont tellement démesurées que forcément, je pense que les gars, ils doivent charbonner sec. Bon, quand je dis les gars, c'est les messieurs et les madames, bien entendu. Cette crise met quand même en lumière plusieurs problématiques profondes dans les grandes structures de jeux vidéo actuelles, donc les limites et tensions autour du droit syndical dans un secteur historiquement individualiste. Donc c'est vrai qu'on en a déjà parlé un petit peu à l'époque d'Ubisoft, mais les syndicats sont quand même très très en retrait dans le domaine du jeu vidéo parce que les gens ont peur de se syndiquer. Et de perdre leur emploi, tout simplement. Voilà, de perdre leur emploi et d'être grillés aussi dans d'autres entreprises. On l'a vu dernièrement avec beaucoup de développeurs qui en ont parlé. Il y a eu des développeurs chez BioWare, justement, suite à des licenciements après le Dragon Age The Veilguard, ou même sur, comment il s'appelle, chez Bungie également, où ils ont des soucis avec les syndicats. La gestion des droits des travailleurs face à la confidentialité des projets. C'est vrai qu'un canal Discord n'est pas forcément quelque chose de plus sécure et de plus safe. C'est peut-être pas la meilleure idée. C'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, en effet, c'est pour ça que je dis un partout, balle au centre. Ils ont pu très bien parler uniquement de droits syndicaux, mais c'est vrai qu'un canal Discord, si on commence à fuiter des choses sur le développement d'un jeu, forcément, ça peut impacter et ça peut être considéré comme une faute grave. Ça peut compromettre le jeu. Voilà, ça peut compromettre le jeu. Les pressions financières et médiatiques sur des titres très forts avec enjeu commercial. Donc GTA 6 en est un parfait exemple. Il a eu 5 prix en l'espace de 2 ans sur le jeu le plus attendu de l'année quand même. Donc ce ça met un peu la pression. Beaucoup, dont 2 fois au Game Award. Donc ça met quand même pas mal la pression. Et surtout, jusqu'où peut-on aller au nom des ambitions et au nom de l'art en fait ? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à essorer les personnes, les petites mains qui travaillent pour ce studio? Doit-on déléguer certaines tâches à de l'intelligence artificielle, par exemple? Ça peut être une porte d'entrée, même si c'est très très mal vu. J'ai vu un tweet dernièrement sur de Larian, du PDG de Larian, en fait, qui disait qu'il utilisait l'intelligence artificielle pour certaines tâches, on va dire, assez rébarbatives, comme du détourage. Voilà, exactement. Donc, c'est du non-artistique. Donc, voilà, par exemple, donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se sont offusqués là-dessus, à tort, à mon avis, dans le sens où maintenant, de l'intelligence artificielle, il y en a partout. Tu utilises PowerPoint, tu as de l'intelligence artificielle.
tu utilises Photoshop, t'as de l'intelligence artificielle. Enfin, je veux dire, tant que c'est pas du créatif, en vrai, si ça peut aider les gens, c'est comme une. C'est un outil. C'est un outil, tout à fait. Hein, garde, il y a des gens qui sont en train de charger des cartons, par exemple, dans des entrepôts. Ils ont des machines pour les aider. Enfin, je veux dire, ils vont pas faire ça à l'ancienne, sous le plaisir de le faire à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a aussi des outils. Voilà, il y a aussi des outils qui servent à améliorer justement les conditions de travail, en fait. Donc, par exemple, voilà, voir ce que ça va donner. Je sais pas ce que tu en penses. En tout cas, Rockstar est dans une sacrée sauce, si tu veux mon avis. Eh ben écoute, merci beaucoup de cette visibilité. On n'en avait pas trop parlé. Moi, j'avais pas conscience de tout ça. Donc, tu vois, tu m'ouvres un peu les yeux sur les conditions de travail chez Rockstar et finalement sur le fait que des énormes structures, des coûts de production colossaux, des budgets illimités, eh ben n'empêchent pas. Ces histoires-là ne protègent pas forcément non plus tous les salariés. Je dirais même que ça empire peut-être les choses en fait, parce que plus c'est cher, plus les mecs ils ont la pression. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça fait planer en tout cas cette attente immense autour de ce jeu, beaucoup de pression sur les équipes, beaucoup de pression sur les actionnaires. Et ça, je pense que ça fait pas bon ménage. Surtout qu'ils avaient eu, je crois, de mémoire, des fuites il y a quelques années sur le premier trailer où il y a eu des images qui avaient fuité. Enfin, ils ont déjà eu des problèmes de ce genre qui doivent galvaniser encore plus l'attention et depuis les leaks, je pense qu'ils sont un peu tendus les mecs. Bah oui, donc c'est un jeu très attendu. Ce sera certainement un très grand jeu, mais en tout cas, il faut se dire que ça n'aura pas été, à mon sens, sans casse. Du coup, j'ai l'impression. Et souhaitons à ces équipes du coup que tout se passe bien. Comme tu dis, je me prononcerai pas sur les fautes qui seraient entre guillemets commises. Ça, balle au centre, on n'y était pas, on sait pas. Oui, exactement. Mais en tout cas, on voit bien que les équipes travaillent dans un contexte sous pression qui est vraiment pas simple et qui est quand même assez propre, je trouve, à l'industrie du jeu vidéo sur les AAA. Surtout qu'en plus, on l'a vu dernièrement dans l'industrie du cinéma où il y avait un gros crunch en fait sur les effets spéciaux. C'est pour ça que les effets spéciaux de films sont un peu dégueulasses dernièrement. C'est dans le sens où Disney a cannibalisé tous les studios en fait d'effets spéciaux pour sortir un maximum de séries et de films. Et c'est pour ça que quand on regarde des films de 2024, en fait, on a l'impression que les films sont moins jolis qu'en 2020 en fait. Et du coup, le recours qu'ils ont eu à ça, c'était déjà la grève. Et derrière, c'est les syndicats qui ont pas mal aidé, en fait, à tasser tout ça et à éviter justement qu'il y ait des conditions de travail déplorables. Et en ce sens, je trouve que le jeu vidéo est très très en retard là-dessus parce que le syndicat, ça reste quand même un recours et une défense du travailleur. Alors, je vais pas dire envers le patronat, mais envers des conditions de travail qui sont considérées comme nuisibles pour la santé, en fait. Donc si c'est le cas, qu'ils ont bien été licenciés pour des raisons de syndicat, donc c'est totalement inadmissible et en effet, Rockstar mérite de payer. En revanche, si c'est vrai qu'il y a bien eu des fuites de jeux sur un canal Discord, là en l'état, c'est encore une fois, c'est une autre faute, ce qui n'a rien à voir. Et donc, il faut savoir relativiser également. Et comme tu le disais tout à l'heure, on n'y était pas. Donc, on va pas juger sur la pertinence, en fait, si c'est bien ou pas ce qui s'est passé ou quoi que ce soit, même si des licenciements, c'est toujours triste. On va pas juger là-dessus. En l'état, je trouve que les syndicats sont importants pour ce genre de choses. Si les mecs font vraiment 80 heures pendant un an, comme à l'époque de Rockstar 2, enfin de Red Dead Redemption 2, pour justement sortir un jeu, je trouve que c'est quand même beaucoup trop. Autant décaler le jeu d'un an, je veux dire. Après, moi je préfère un jeu qui sorte beaucoup plus tard, mais que les mecs ont travaillé normalement sans s'arracher et sans se ruiner la santé, plutôt qu'un jeu qui sorte dans l'urgence. Certes, il peut être fini, super beau, tout ce que tu veux, mais je veux dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Et j'enchaîne pour terminer sur Divinity, donc je vais faire assez court. Parce qu'on a déjà pas mal débordé, mais surtout parce que c'est une petite actualité. Donc Divinity, c'était un des trailers pour tous les deux qui ratent des plus marquants des Game Awards de la dernière cérémonie, qui ont totalisé d'ailleurs la cérémonie 170 millions de vues. Donc quand on disait que c'était devenu un événement incontournable et colossal en termes d'aura, on n'a pas menti, surtout que ça compte pas les vues sur Amazon Prime. Et donc Divinity, tu parlais du studio Larian, c'est eux. C'est le studio Larian, qui est un studio belge. Le patron, c'est Sven, et il a fait je l'appelle par son prénom parce que j'ai du mal à prononcer son nom. Oui, il a un nom très compliqué.
Il a fait une interview pour jeuxvideo.com. Donc tout ce que je vais citer, ça vient du site jeuxvideo.com. Ah, ils font encore des interviews jeuxvideo.com. Ouais, bah c'était pas mal. En plus, ils interviewaient du coup Sven et il a donné quelques petites infos que je vais égrener sur Divinity. Donc qui sera la suite directe 100 ans plus tard d'Original Sin, donc qui était leur très très gros RPG avant Baldur's Gate 3. Et donc 100 ans après, un RPG au tour par tour, pas un jeu d'action, accessible aux nouveaux joueurs. C'est pour ça qu'il s'appelle, je pense d'ailleurs, le jeu juste Divinity et pas Divinity 3 ou ce genre de choses. Ils ont fait tomber la numérotation juste pour se centrer sur Divinity, sachant que le premier jeu s'appelait Divinity. Enfin voilà, ils ont simplifié les choses au max, ce qui est très bien. Un mélange du système de jeu de Baldur's Gate 3 et de Original Sin. Il considère que ça donnera même l'impression que les combats sont meilleurs que Baldur's Gate 3, donc évidemment il va pas dire l'inverse. Jeu très sombre. Je vais vite fait faire une petite aparté. C'est vrai Oui. que les combats Baldur's Gate 3, c'est le côté tour par tour qui veut ça. C'est assez. Pause active. Ouais, c'est de la pause active et du coup, je trouve ça assez lent en fait. Disons, quand tu joues au début, c'est cool, mais quand tu arrives à plus de 100 heures sur ta partie, c'est vrai que les combats sont techniques certes, Oui. mais sont assez lents quand même. Ouais, c'est complètement le Faut mettre un peu de principe, peps. Ouais, je comprends. Tout à fait, c'est une remarque. Après, c'est subjectif. Non, mais c'est tout à fait entendable. Moi, j'adore, mais je comprends tout à fait l'argument. Le jeu sera plus sombre, donc ça, on s'en est rendu compte avec le trailer, c'est glauque. Oui, c'est glauque. Hein. Dans l'histoire, il y aura énormément de possibilités. Donc ça, on s'en doute. Hein, c'est un des gros intérêts d'Original Sin, qui n'a pas ce carcan Baldur's Gate 3 avec Donjons et Dragons. Parce que finalement, c'est ça qu'on peut mettre en exergue. C'est qu'Original Sin et Baldur's Gate 3 sont des jeux quand même relativement différents. Parce que un adapté d'une licence Donjons et Dragons et l'autre où c'est un bac à sable RPG énorme. Donc là, il peut y avoir les deux écoles. Certains préféreront l'un ou l'autre, ça finalement c'est selon les sensibilités de chacun. Bah, surtout quand tu réutilises une grosse licence aussi connue, en fait, t'as forcément des choses à respecter, des enjeux. On le voit avec Mario. Hein, je pense que même si Mario et Lapin Crétin, c'est très très cool, mais je pense qu'ils devaient avoir quand même un cahier des charges que s'ils avaient fait, par exemple, Rayman et les Lapins Crétins, Sparking Hope, tu vois. Donc je pense que c'est pareil, Baldur's Gate, ça reste quand même Donjons et Dragons, une grosse licence, et du coup, forcément, il faut respecter la licence. Quoi. Oui, et là, Original Sin et C'est à eux. Divinity, Donc, ça va vraiment beaucoup plus ouvert. C'est l'Ariane, ils font ce qu'ils veulent. Et je dis, ça enlève quelques carcans. C'est pour ça que certains préféreront Original Sin parce qu'il n'y a pas les règles de Donjons et Dragons qui doivent être appliquées dans Baldur's Gate. Et c'est vrai qu'Original Sin, il peut se passer tout et n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment un bac à sable géantissime. Et pour finir sur Divinity, ils ont un nouveau moteur de 5e génération. Il y a 530 développeurs dessus, donc c'est énorme. pas mal. Hein. Et ils veulent le faire sortir sur toutes les plateformes. Donc ça va être un jeu, je pense, colossal, Kira, et j'ai très hâte de le faire. Dispo en 2030, je pense. Il n'y a pas de date de sortie c'est en pour interne. ça, sachant qu'un un gros jeu aussi ambitieux, t'as 4-5 ans de développement, on est en 2025, donc oui, je pense qu'à mon avis, ça sera plus dans la prochaine décennie. Comme le prochain Star Wars, là, Fate of the Republic, que j'attends beaucoup, je suis sûr qu'il sortira en 2030. Fort possible, fort possible. C'est donc la fin des news. On va attaquer le gros morceau de l'épisode, qui est le test de Arc Raiders. Petite musique pour commencer à se mettre dans le bain. Sous la dent. On attaque. Allez. Il y a des jeux qui arrivent sans faire de bruit et qui, une fois manette en main, surprennent par leur proposition, leur maîtrise, et c'est cette petite étincelle qu'on voit que dans les titres pensés avec passion. Arc Raiders fait partie de cela. Ce shooter d'extraction mélangeant PvE et PvP, survie, exploration et surtout tension psychologique, parvient à proposer une expérience à la fois nerveuse, tactique et étonnamment narrative sans forcément explicitement une histoire. C'est dans ces mécaniques, dans ces situations et dans ces moments de tension pure que le titre révèle tout son potentiel. Arc Raiders, c'est d'abord un projet un peu atypique, un jeu qui a changé de forme au fil de son développement, passant d'un titre purement coopératif à un shooter d'extraction ouvert où la liberté, la survie et l'inconnu sont au cœur de l'expérience. Cette évolution n'a pas été anodine, elle reflète la volonté des développeurs de proposer quelque chose de plus systémique,
de plus dynamique et surtout de plus addictif. Excuse-moi, c'est intéressant. Je savais pas ça, tu vois, déjà tu me l'apprends. Et ça montre quand même, je trouve, une belle compréhension Du marché. De l'industrie du jeu vidéo, du marché. Quand au cours de ton projet, tu te dis, tu t'adaptes. C'est le moment de s'adapter, de rechanger un peu sa copie. Et je connais pas le studio, mais ça montre une certaine maturité, je trouve, quand même, en termes de gestion de projet et gestion de jeu. Voilà, parce qu'il faut quand même avoir des cojones pour changer en cours de développement, de se dire je vais rajouter ça, je vais faire ça, pour suivre l'état du marché, parce que c'est vrai un vrai parti pris, quoi. Voilà, il y a des jeux qui sortent, ils ont 3 ans, 4 ans de développement, ils sont restés sur leur feuille de route tout du long du développement, et résultat, les modes ont changé, les mœurs ont changé, et le jeu se croûte, parce que ça va très vite dans le jeu vidéo. Bien sûr. Dès les premières minutes, on sent qu'il s'agit d'un jeu encore jeune dans son histoire, mais déjà très abouti dans sa direction. Chaque élément a du sens, la gestion de l'équipement, les missions, la base sociale, les combats contre les arcs, et surtout l'interaction avec les autres joueurs. Rien ne semble posé là par hasard, on sent une confiance dans le concept, une ambition claire et une envie d'aller plus loin que du pam-pam boum-boum, pour faire plus... J'aime bien l'expression. C'est simple et efficace. Simple et efficace. Le principe du jeu repose sur une base simple. Tu pars en mission sur la surface de la Terre, qui est dévastée avec un design rétro-futuriste, c'est assez proche d'un Star Wars, la vieille trilogie, ou même de la saga Alien. Tu t'équipes, tu descends sur le terrain, et tu fais de ton mieux pour revenir vivant. Mais Ark Rider ajoute plusieurs couches qui renforcent cette boucle. Pour commencer, les rencontres PvE, qui sont incarnées par les arcs, donc des machines autonomes, qui sont la principale menace non humaine. Leur but est simple, éliminer toute présence. Elles sont nombreuses, agressives et surtout très variées. Elles ne se contentent pas d'être des ennemis à shooter, ce sont des obstacles systémiques qui peuvent surgir à n'importe quel moment. Perturber une extraction ou même te couper la route. On a souvent l'impression d'être un petit insecte qui se faufile dans un monde dominé par des créatures mécaniques. À côté de ça, on a les interactions PVP, donc ce n'est pas seulement le monde mécanique qui veut ta peau, ce sont également les joueurs. Et là, Ark Rider excelle, car ici la coopération est encouragée, mais jamais garantie. Le jeu crée naturellement des tensions psychologiques, comme une impasse mexicaine, avec des questions qui tournent en boucle dans ta tête. Dois-tu faire confiance à ce joueur que tu croises sous la pluie ou non. En fait, va-t-il t'aider? C'est marrant, ça. Ou te buter dans le dos et ramasser ton loot? Et c'est la force du titre, il ne te force à aucun rôle. Il ne punit pas la trahison, il ne la récompense pas non plus. Il va pas non plus récompenser aveuglement l'entraide, il laisse les joueurs créer leur propre dynamique en fonction de leur mood, en fait. Le moment où tu appelles ton extraction, donc c'est le principe du looter d'extraction, c'est tu te pointes sur une map, tu dois aller chercher des ressources et tu dois te barrer. Comme le vaisseau de Helldivers, par exemple, c'est ça, tu appelles ton vaisseau, tu attends. Là, c'est représenté par quoi, du coup? Alors là, ici, c'est représenté par des métros, des ascenseurs, en fait, donc ce qui te permet de repartir sous terre directement. Parce qu'en fait, les humains vivent sous terre et à l'extérieur, c'est la guerre, quoi. C'est la jungle, ok. Voilà. Et c'est là qu'il y a le cœur de jeu, donc c'est le moment de l'extraction. Tous les systèmes convergent, donc on a l'IA des ennemis, les éventuels autres joueurs, l'environnement, tu peux avoir une tempête qui se déclenche en plein moment de ton extraction, ce qui peut être un petit peu galère pour ta visibilité. Ton niveau de ressources, ta fatigue, si tu t'es fait shooter, tu peux avoir très peu de vie parce que c'est la fin de ta run, tu peux ne plus avoir de bouclier et tout peut basculer. C'est une mécanique simple, mais exécutée avec une telle intensité que chaque run devient mémorable. T'as vraiment la tension où tu vas attendre, tu vas te planquer dans le premier truc qui va te sembler safe, en espérant que personne déboule pour te buter, tu vois, pour que tu puisses repartir tranquillement. Je vais résumer le principe de jeu. Donc, tu prépares ton équipement à la base, donc un sac de rangement avec plusieurs cases qui vont permettre d'augmenter le nombre de ressources que tu vas ramener. Des munitions, des consommables, bien sûr, et des armes. Donc, le tout avec des niveaux de rareté différentes, qui va aller du classique à l'épique. Tu choisis ta zone d'intervention, donc tu as plusieurs endroits où tu peux aller faire tes missions qui vont être plus ou moins difficiles. Donc ça dépend si tu joues tout seul ou si vous êtes plusieurs, si tu as des grosses coronesses ou pas. Tu descends dans un environnement semi-ouvert, tu accomplis tes objectifs, donc tu lootes tes ressources, tu fais tes missions secondaires s'il y en a, etc. Tu fais face au arc et potentiellement aux autres joueurs, ou pas. Si tu joues tout seul, c'est un tout autre jeu. C'est plus de l'infiltration, tu vas essayer de te cacher, tu vas faire ton truc en loosé et tu vas te barrer.
Quand tu joues à plusieurs, là, tu vas jouer la stratégie, tu peux au contraire fort, attaquer, déjà. Tout à fait. Et tu trouves un point d'extraction pour t'échapper. Donc c'est simple, mais c'est terriblement efficace et addictif, car tout repose sur l'exécution et la tension du moment. Chaque partie dure environ 10 minutes, donc voilà, c'est 10 minutes, mais intense. Hein. On va imaginer une partie atypique. Tu arrives à la base, tu vérifies ton inventaire, tu mets ton arme principale, tes munitions bien sûr, tu mets quelques soins, des petits chargeurs pour ton bouclier, parce que si tu te fais shooter, ton bouclier se décharge et il peut même se casser complètement. Donc tu peux te retrouver sans bouclier en pleine mission, donc c'est à toi de les réparer entre les missions. Tu hésites forcément, parce que si tu meurs, tu perds tout. Donc tu repars à zéro, donc toutes tes armes que tu vas avoir lootées ou quoi que ce soit, tu les perds définitivement, tu les perds. Donc tu peux aussi partir avec ce qu'on appelle un arsenal gratuit, où tu vas avoir une arme aléatoire, 3 bandages, un chargeur de bouclier, mais quand tu commences à avancer, tu te prépares toi-même ton propre stuff, et c'est ça qui est cool. Tu choisis ta zone, donc la descente commence, le sound design est vraiment incroyable, hein. Au loin, tu vas avoir des lumières, donc c'est soit des autres joueurs, soit des arcs. Et là, tout de suite, tu sais que tu as une ambiance, en fait. Hein. Le danger, là. Est-ce qu'il faut que j'y aille ? Est-ce que je vais là-bas ? Les secteurs sont répartis par couleur. La petite goutte au fond, exactement, là, tu te dis, putain, j'ai mon fusil à pompe niveau légendaire, je vais peut-être pas faire mon show alors que je suis tout seul. T'as des zones qui sont réparties, donc le jaune c'est plus ou moins moyen, c'est sécure on va dire, c'est-à-dire tu peux faire ton loot, t'es pas à l'abri de te faire éclater, mais bon, déjà t'as plus de chances de t'en sortir, mais le loot forcément va être moins prestigieux. Et à côté t'as les zones rouges où là au contraire c'est du loot plus prestigieux, tu vas avoir plus de chances de tomber sur de l'épique ou des choses comme ça, mais forcément t'as plus de PNJ qui vont arriver, mais également plus de personnages gérés par d'autres joueurs. Tu atterris dans un secteur marqué par d'anciennes installations humaines, donc tu avances, tu récupères ton premier loot. Alors le loot, pour ceux qui ne savent pas, oui, je vais faire un petit point là-dessus, parce que je le dis beaucoup, le loot, en fait, c'est des matières premières que tu vas récupérer. Tu vas avoir des petits drones qui patrouillent, donc tu te caches derrière une carcasse métallique, tu vises, tu tires, le son est sec, hein, vraiment le son des armes est vraiment très très cool, c'est percutant, et là, c'est là que c'est incroyable, c'est que les ennemis réagissent au quart de tour. L'IA n'est pas là pour faire joli, hein, c'est pas une IA Ubisoft, hein. Tu vas avoir les drones qui vont se disperser, tu vas avoir par exemple une machine quadripède qui va débouler pour essayer de te tuer, voire t'encercler avec d'autres drones. Potentiellement, tu peux avoir un arc lourd qui va être très très loin, mais qui va tirer à longue distance. Et les mecs, ils visent bien, hein, c'est quand même très très bien là-dessus. Et en plus, ça appelle du renfort. Donc tu peux te retrouver encerclé en l'espace de 2 secondes. Donc quand tu es tout seul, l'intérêt c'est d'éviter justement les arcs. Les combats. Voilà, les combats. Au contraire, quand tu es à plusieurs, là t'essayes justement de récupérer, en tirant sur les ennemis, récupérer leur matière première. Après, les développeurs, ils ont fait très bon usage de l'IA générative, où c'est vrai que l'IA des ennemis, surtout les arcs, du coup, est boosté par l'IA générative, justement, où il y a certainement un système de RAG, où ils apprennent au fur et à mesure. Ils apprennent au fur et à mesure des parties, en fait. Moi, j'ai vu des trucs où dans tous les jeux, où tu dis je suis sécure, je suis bien planqué, et le machin, il est rentré par derrière. Oui, il te contourne parce qu'il apprend. Et ça, je pense que c'est un très très bon usage de l'IA. Après, on sait, on en avait parlé, Hack Raiders fait un moins bon usage de l'IA sur l'usage des voix, toujours, hein, qui est fait en IA. Leur excuse au début, ça avait été parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Et d'ailleurs, maintenant, ils en ont. Maintenant, ils en ont. Et Niel Newbon, tu sais, ce qu'il fait Astarion dans Baldur's Gate 3, avait parlé justement, il leur a dit, les gars, quand même, franchement, autant quand vous n'avez pas d'oseille, je comprends que vous utilisez l'IA, maintenant, ce serait bien de franchir le pas. Donc c'est rigolo. Je trouve que Ark Riders, finalement, il cristallise ce qui se fait de mieux avec l'intelligence artificielle en utilisant l'IA générative pour quelque chose de non créatif, finalement, et en même temps, le côté obscur avec les dialogues faits par intelligence artificielle. Mais sinon, pour rester sur le positif, je trouve ça génial que les arcs, du coup, ils aient cette intelligence qui rend un petit peu organique les affrontements. Et ça, bravo aux développeurs, c'était une excellente idée. Surtout que là, tu as vraiment l'impression de combattre Skynet. Hein, parce que moi, je vais te donner des exemples où tu as des gros drones énormes qui peuvent pas rentrer dans les bâtiments. Tu te planques dans un petit bâtiment de fortune pour pouvoir tirer sur le machin. Tu y tires dessus. Sauf que le drone, comme il peut pas rentrer, il appelle des renforts et il va appeler des drones plus petits ou des petites araignées. Ils vont rentrer dans le truc pour essayer de te déloger, en fait. Donc, en fait, une fois que t'es repéré, t'es pas serein, quoi. T'as intérêt vraiment de te barrer ou de te planquer.
Donc tu comprends vite quand même que le combat frontal, hein, c'est rarement la meilleure solution. Il faut se déplacer, il faut se repositionner, il faut fuir souvent. Plus loin, tu vas repérer un joueur. Le joueur va te dire don't shoot, tu vois. Donc il te salue, on échange quand même quelques mots. Il te propose de sécuriser une zone ensemble. Bon, t'acceptes si t'as envie. Et pendant 10 minutes, tu vas coopérer parfaitement avec cet inconnu. Jusqu'au moment de l'extraction, où là, il y a le doute qui s'installe. Est-ce qu'il va tenir sa parole, le mec ? Ou est-ce qu'il va te tirer dans le dos ? Est-ce qu'il va te tirer dans le dos pendant que toi, tu vas appuyer sur le bouton d'extraction, parce que t'as un petit cooldown de 10-15 secondes, le temps que tu puisses faire pour pouvoir sortir, qui te rend vulnérable. Ou est-ce qu'il va te couvrir au contraire ? Bon, bien sûr, dans mon exemple, tout se passe bien, cette fois. Mais Ark Rider joue constamment avec cette idée que tout peut mal tourner, et c'est précisément ce qui rend le jeu aussi addictif et aussi captivant en fait. Pour reparler de l'intelligence artificielle des ennemis, donc ils se déplacent en escouade, ils se repositionnent selon tes mouvements, ils te coupent la route, ils te contournent, ils contournent les obstacles également, ils se coordonnent selon leur classe, donc tu peux avoir des petites escouades de drones qui va t'attaquer à distance, et à côté de ça, tu vas avoir les plus gros qui vont essayer de te déloger, et ils te traquent également quand tu es vulnérable ou quand tu es blessé, en fait. Et on sent qu'il y a un vrai travail de fond là-dessus, quelque chose qui donne vie à ces machines. Elles ne sont pas humaines, mais elles sont quand même si crédibles dans leur comportement, que du coup chaque partie se retrouve différente en fait. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est une IA qui participe à l'immersion et surtout au sentiment de danger constant. Et je trouve que c'est ce qui peut se faire de mieux avec l'intelligence artificielle en fait. Ça va pas être de l'intelligence artificielle qui va prendre le pas sur la créativité, mais là c'est pour donner justement un comportement réaliste au jeu. C'est un très bel usage, carrément. Pour la partie PVP-VE, c'est sans doute le cœur de l'attention de Ark Riders. Hein. Le jeu fait... Ah putain, mais décidément. Le fait que d'autres joueurs puissent intervenir à tout moment, ça transforme chaque interaction en moment roleplay implicite. Tu deviens méfiant sans devenir non plus parano. Tu joues un personnage sans jamais avoir besoin d'un scénario. Et surtout, chaque joueur raconte sa propre histoire en fonction du skin qu'il a débloqué ou du skin qu'il a choisi. Si tu vois qu'il y a un gars, il se retrouve tout à la fin du Battle Pass, en fait, avec toutes les choses en épique, tu peux te dire, mais comment ce gars a fait pour en arriver jusque-là, en fait ? Est-ce qu'il a tué d'autres joueurs pour monter aussi rapidement ? Il a du sang sur les mains. Ou est-ce qu'il a farmé le jeu comme un fou, en fait ? Ouais. Parce que le problème du PVP-VE, en fait, c'est si tu te bats, qu'est-ce qui se passe ? Tu risques ton loot. Si tu te caches, tu perds un avantage potentiel. Si tu aides quelqu'un, tu prends un risque humain au final. Et si tu trahis, tu assumes en fait. Hein. Moi, j'ai déjà vu le cas où j'étais vénère parce que je m'étais fait trahir 3-4 fois sur mes parties d'avant. Du coup, je fais ma petite partie pépouse et tout, et je vois un gars qui est en galère contre des arcs en fait. Donc il est en train de tirer sur les arcs à distance, il se fait éclater. Me dit bon, le gars c'est une proie facile, je vais me le faire vite fait. Le gars, je lui tire dessus et je le bute en fait. Je fais trop bien, j'arrive à buter les 2 arcs sur qui il était en galère et je fais tiens, je vais aller voir ce qu'il avait comme loot. Sauf que ce mec-là, il était accompagné de 2 autres gars en fait. Aïe aïe aïe. Tu as été puni, c'est le karma ça. Ces 2 autres gars, ils m'ont éclaté en fait, tu vois. Et je trouve que c'est cette dimension sociale qui est réellement la force du jeu. C'est drôle. Sur le terrain, le gameplay, donc c'est assez surprenant. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de profondeur pour un petit jeu. Les déplacements sont fluides, les armes ont un vrai feeling, les outils sont tactiques. Tu vas avoir des grenades, tu vas avoir des petits, comment ça s'appelle, des verrous qui vont te permettre de bloquer des portes, par exemple. Ce qui est assez drôle, c'est que je vais te raconter un autre exemple sur une partie où j'ai fait également mon enfoiré. C'est que j'étais avec un gars et le gars, je le sentais pas trop, tu vois. Je le voyais me viser de temps en temps, comme si il était en train de s'entraîner à me buter au dernier moment. Du coup, ce que j'ai fait, c'est quand il est rentré dans une pièce pour aller looter quelque chose, j'ai bloqué la porte, en fait, avec un espèce de vérin hydraulique. Du coup, le gars s'est retrouvé bloqué dedans. Et dedans, il y avait quoi ? Il y avait des arcs. Oui, tout à fait. Il y avait des arcs. Donc le mec est mort, il était dégoûté et tout. Je suis allé voir, bon, ça tombe bien, il avait du stuff épique, j'ai pu le récupérer. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que tu vas aussi observer comment le joueur joue avec toi. Et le fait que le mec me mette en joue de temps en temps, juste pour me mettre en joue, peut-être que c'est juste un toc, tu vois. Du coup, j'avais pas confiance en ce gars-là. Hein. Donc dès que j'ai eu l'occasion, je comprends. Paf, je l'ai éclaté. Un peu d'opportunisme. Un peu d'opportunisme, tout à fait.
Quand tu joues en solo, l'infiltration, c'est souvent souvent plus intéressant que le combat pur, et c'est vraiment un jeu qui est totalement différent en fait. Quand t'es en solo, tu vas la jouer très furtivité, tu vas éviter les conflits au maximum, tu vas essayer de contourner les choses. Et je fais pas mal de parties en multijoueur également avec 2 potes. Et c'est vrai que alors, ils ont beaucoup rigolé parce que c'est eux qui m'ont initié à ce jeu. Ils sont pas mal moqués. J'étais un peu un sapin de Noël au début. Et du coup, bah là, la rythmique de jeu est totalement différente. Et quand tu joues à plusieurs, t'as davantage de temps, bah, tout simplement pour regarder les environnements, voir comment ont été placées les choses. Tu sais, c'est un peu comme les jeux Arcane ou les jeux Bethesda, où tu vois que chaque chose ont été posées pour donner une histoire dans le contexte du moment, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Chaque run ressemble à une expédition où l'improvise constamment, hein. L'alternance entre exploration, discrétion, combat et survie, ça crée une boucle extrêmement vivante. On s'ennuie jamais, car le jeu ne cesse d'évoluer autour de toi. Tu vas avoir un espèce de hub central, donc c'est des plans fixes en fait où tu vas alterner. Donc ta coquillette, c'est un petit coq, une petite poule en fait, que tu vas avoir dans ton dans ta chambre, on va dire. Et cette petite poule, entre les missions, va aller chercher du loot basique en fait, ce qui va te permettre de te fabriquer toi-même certaines choses. Donc te fabriquer des bandages, des boucliers, des petites grenades par exemple, des choses comme ça. Donc c'est cool parce que même si tu joues comme une quiche, t'as quand même le minimum syndical pour pouvoir revenir derrière. Et à la base, tu vas devoir gérer bien sûr ton inventaire, donc tu peux vendre du loot, tu peux également le recycler, ce qui te permettra de débloquer d'autres composants. Tu vas améliorer ton équipement aussi, donc sur tes armes, tu vas pouvoir ajouter une poignée, une nouvelle mire par exemple, un chargeur plus grand. Donc tu vas débloquer, oui, classique, tout à fait, tu vas débloquer des avantages à chaque fois que tu prendras de l'XP. Tu vas bien sûr respirer avant de retourner au front, hein. Tu vas te balader dans les menus parce que comme c'est 10 minutes intenses quand tu fais tes missions, je t'avoue que le hub c'est un peu une bouffée d'air frais. Tu souffles. Voilà. Ça sert un peu de sas émotionnel, tu vois, c'est une pause, un moment calme après une extraction mouvementée. Et c'est marrant, c'est là que tu vas débriefer en fait ton histoire avec tes potes. Alors quand tu joues en escouade, c'est des gens que tu connais, donc tu vas pouvoir parler pendant la mission, mais entre les missions, alors souvent pendant la mission on est concentré, et à l'extérieur après on dit ouais moi il s'est passé ça de mon côté, moi il s'est passé ça et tout, c'est plutôt cool. Par contre quand tu joues avec des randoms, dès que la mission est finie, les gens disparaissent, donc tu les retrouves jamais en fait. Donc ça peut être quelqu'un de très bien avec qui tu as joué, si tu veux rejouer avec lui, il faut que tu l'invites dans ta liste d'amis pour pouvoir le réinviter par la suite. Sympa. Donc t'as vraiment cette sensation de croiser des inconnus comme dans les westerns en fait. Je vais conclure, parce que le test est déjà assez long. Au final, Ark Rider est une vraie surprise. C'est un jeu qui dépasse son statut de shooter pour proposer quelque chose de plus riche, de plus vivant, de plus humain. C'est exactement le genre d'expérience qui fonctionne aussi bien en solo qu'en multijoueur, car la tension, la rareté des ressources et la brutalité des ennemis, et surtout la possibilité de contact humain imprévisible, créent des situations toujours nouvelles. Et cette question qui revient sans cesse, surtout, peut-on faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est là que le jeu prend toute sa dimension roleplay, c'est là que le choix devienne narratif, du coup, et c'est là que les émotions prennent le dessus. Ark Rider, c'est pas juste un shooter d'extraction, c'est une expérience sociale au final, avec des mécaniques émotionnelles qui méritent d'être vécues. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer en coop. Alors je joue souvent avec ma pote, on fait souvent des parties à 2 voire à 3 avec un de ses potes, qui est très très cool d'ailleurs, Flo, je te salue. Et à côté, je joue tout seul. Et quand je joue tout seul, j'aime bien aussi jouer tout seul, tu vois. Alors donc, volontairement, parfois, j'esquive des parties coop, en fait, parce que j'ai envie de jouer tout seul, parce que le mood est ainsi. Donc c'est un jeu que je conseille pour les gens qui jouent à la fois en multi, et qui jouent également en solo, parce que c'est la question qu'on m'a beaucoup posée sur les réseaux sociaux. Est-ce que Ark Rider est bien en solo ? Et moi, je vais vous dire oui, en fait. C'est un jeu totalement différent, mais c'est un jeu qui se savoure aussi bien tout seul qu'à plusieurs. Donc je ne peux que vous le recommander, c'est une de mes plus grandes surprises de 2025. Bon c'est le Helldivers de cette année, quoi. C'est une belle surprise en multi qui cartonne, qui a vraiment le vent en poupe. On va passer sur Ulysse 31. Je me souviens de cette série que je regardais étant jeune, et surtout, je me souviens de la fin, ce qui fait que je n'ai jamais revu Ulysse. Donc on va voir ce que tu en penses. Ce que tu en penses, et ce que tu as à nous dire de cette série. Écoute, c'est parti. Donc Ulysse 31, ça nous rajeunit pas. Kira. Ah non, ça c'est clair. Je crois même que c'était avant ma naissance. C'était été 81, enfin plutôt automne. Oui, donc c'était avant ma naissance, c'est ça. Automne 81.
Oui, le début d'une série très atypique. Donc, c'est une série franco-japonaise. Donc, Il explique les coiffures des personnages. rien à voir avec le Japon, plutôt Ouais, c'est le côté franco. français, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce qui explique les coiffures. c'est le côté franco et 70s un petit peu sortant. Enfin, c'est surtout Ulysse qui est vrai, qui a la barbe, il est roux, il a la barbe, il a les cheveux longs. C'est assez atypique, ça donne un certain charme. Bon, on dirait Charles Manson, le mec, quand même. 26 épisodes, entre 20-25 minutes, ça dépend. Donc la production, il y a Dice Audiovisuel, donc qui est l'entreprise française, et Tokyo Movie Shinsha au Japon. Donc on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc le 3 octobre 81, tu vois, sur FR3. FR3, déjà quand tu dis FR3, Oui. T'as pris un sacré coup de vieux. Et à la création, tu as Jean Chalopin, Bernard Dériz et Nina Walkmark, que je connais pas du tout la dernière. Au design, Shoji Kawamori, et donc on en parlera beaucoup. Et donc il y a ce côté en effet un peu 70s, ce côté futuriste aussi, un peu avant-gardiste. Donc on est après Star Wars, un petit peu avant Blade Runner. Donc voilà, c'est l'Odyssée d'Homère au 31e siècle. Donc je vous laisse avec un petit peu de musique et on se retrouve. Donc nous sommes fin des années 70, justement, ce fameux monsieur Jean Chalopin et son entreprise Dice sont confrontés à un petit souci un peu épineux, la capacité de production française, donc 500 personnes malgré tout entre Boulogne et Tours, patinent un petit peu. Ils ont besoin de renforts et la solution, ils la trouvent en Asie, notre cher monsieur Chalopin, où il va à Tokyo et là il découvre l'animation japonaise et l'industrie de l'animation japonaise, qui est déjà à cette époque une industrie très huilée, qui fonctionne très bien avec une vraie logistique, voilà, c'est hyper bien organisé, avec une capacité... Albator, Goldorak. Exactement, avec quelque chose qui l'impressionne, c'est la capacité des studios à travailler sur plusieurs séries en même temps, où là c'était un peu moins le cas en France. Et donc, il en vient à décider d'une coopération, une coproduction est née pour Ulysse 31. Donc c'est finalement la vraie première production franco-japonaise qui existe dans le monde de l'animation. Et ça, c'est très cool. Et donc le défi, c'est porté du coup par les équipes françaises, c'était retranscrire l'Odyssée dans l'espace, comme je le disais. Et ils ont avec eux René Borg, qui est le directeur artistique, qui est une personne très 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 exigeante, à tel point que Kira, à un moment, il avait, petite anecdote, mais il y avait un plan qui ne lui convenait pas. Sur un seul plan, ça ne lui convenait pas. Et il a menacé de fermer la porte, se barrer, tout annuler et tout. Donc ça montre le côté un peu âpre du personnage, mais en même temps très exigeant. Ce qui fait que on a un sentiment très qualitatif en regardant Ulysse 31, même aujourd'hui. Et donc quand tu as une série d'animation des années 80 qui, encore aujourd'hui, tu te dis, ouais, c'est beau quand même. Ça montre, tu vois, qu'il y a en effet un très très grand soin qui est apporté. Et dans cette pierre angulaire, si je te dis que Ulysse 31 a un rapport avec Cowboy Bebop, est-ce que ça t'étonne? Tu le savais, Kira, ou pas? Non, je ne le savais pas du tout. Et donc, ce point commun, c'est monsieur Kawamori, qui est vraiment sa spécialité. Il est mecha designer. Donc, il adore dessiner des mechas. Il l'a fait sur Macross Frontier, il l'a fait sur Ghost in the Shell, Kira, sur Escaflowne et sur Cowboy Bebop. D'accord. Et c'est cette même personne qui design du coup l'Odysseus, qui est le très gros vaisseau mère d'Ulysse 31. Donc, tu vois, un talent très typé japonais, du coup, parce que les mechas, ils ont vraiment cette culture, dans Ulysse 31. Donc, première petite singularité qui est assez étonnante. Ah ouais, c'est marrant, ouais. Comme quoi, les gens, ils font leurs armes sur des choses où on les attend pas forcément. Bah ouais, puis je te dis, ça donne une petite anecdote comme ça assez rigolote. Et donc, la partie musique, j'en parle tout de suite et j'en parlerai pas après, elle est très cool. C'est un mélange, en fait, la musique symbolise bien ce qu'est cette série, parce que il y a des morceaux très archaïques, si je puis dire, et en même temps très futuristes. Et c'est finalement, ça représente cette dualité, tu sais, entre la mythologie et le côté ultra futuriste. Et on a de fait une musique
un peu rock, un peu mystérieuse, un peu organique, et en même temps, avec des synthétiseurs, un côté un peu futuriste, old school évidemment, mais ça donne finalement un peu la note d'intention de toute la série. Et donc le principe, est-ce que tu t'en souviens, Kira, du principe de cette série? Bah oui, c'est Ulysse qui est dans son vaisseau, tout son équipage, sa famille est en stase, on sait pas Pas trop mal. pourquoi, et du coup il traverse l'univers pour aller jusqu'au Styx de mémoire, Mhm. pour pour essayer de les réveiller tout simplement. Tu y es presque, mais c'est pas mal du tout, mon cher Kira. Et il y a Nono le petit Il robot, y a Nono le petit robot, l'ami d'Ulysse. ouais, l'ami d'Ulysse, le petit robot rouge que vous avez certainement déjà vu, qui a été dessiné du coup par René Borg. Et donc, Ulysse doit retourner sur Terre. Comme Ulysse dans la mythologie, qui doit retourner dans son pays après avoir fait l'Odyssée, du coup traverser toutes les contrées, etc., pour retrouver Pénélope, sa femme, sa famille, etc. Bah, Ulysse, dans Ulysse 31, doit faire exactement la même chose. Il est accompagné de son fils Télémaque, de Thémis, une petite Zautrienne bleue. Je ne sais pas si tu te souvenais de cette petite fille bleue avec les oreilles pointues qui était avec lui. Oui, je me souviens. Je vois encore très bien les designs. Et il y a Nono, et il y a Shirka, donc, qui est un élément très central de la série, qui est un peu le HAL 9000, tu sais, de 2001, l'Odyssée de l'espace, que tu connais certainement mieux, qui est cette IA un petit peu centrale du vaisseau, qui est très maternelle, très bienveillante. Et il y a ce fameux vaisseau. Pas comme Hal. Pas comme Hal pour le coup. Et il y a ce fameux vaisseau, donc l'Odysseus, qui est une ville énorme en fait. Hein, et en effet, tout le monde qui est dedans se retrouve en stase. Parce que quoi ? Parce que Ulysse a provoqué la colère des dieux. Hein. Je pense qu'on est tout à fait dans la mythologie, C'est complètement mythologie grecque. Mais la mythologie grecque s'adapte bien au récit de SF. Oui, complètement. Et là, on a des dieux un petit peu pernicieux qui avaient mis le Cyclope sur le chemin d'Ulysse pour le contraindre, l'empêcher de progresser. Et Ulysse, de fait, n'a pas eu le choix que de s'en défaire. Et à ce moment-là, il obtient le courroux de Poséidon, qui va se plaindre à son bro Zeus. Et du coup, Zeus, de facto, je cite, « Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. » Et comme tu le dis, l'Odyssée, finalement, l'Odyssée d'Homère, hein, le récit mythique, s'adapte extrêmement bien à une épopée intergalactique perdue dans l'espace, à errer sans but de planète en planète. L'Odyssée d'Homère qui sort au cinéma l'année prochaine et qui va beaucoup t'intéresser, je pense. Oh, j'adore. J'aime beaucoup. Surtout, il est réalisé par comment il s'appelle, un réalisateur que t'adores. Il a fait Interstellar. Oui, je vois qui c'est. Oppenheimer. Oui, bien sûr. Oh mince. Tout le monde doit l'avoir. C'est dur ce matin. Tout le monde qui nous écoute doit dire mais vous êtes trop nuls. Nolan. Non, voilà, Christopher Nolan, tout à fait. On a réussi. Notre honneur est sauf, Kira, sans regarder sur Internet. Ouais, c'est chaud, j'aurais dû répondre à côté. Et donc la structure narrative des épisodes, chaque épisode sont indépendants. Il y a juste en trame de fond cette quête de retourner sur Terre et d'essayer de réveiller quand même accessoirement nos potes. Et sur chaque épisode va apporter une mythologie, un dieu en particulier. Enfin voilà, il retrouve finalement les caprices de la mythologie, des dieux, des contes, des mythes dans cette épopée spatiale. 3 biais d'analyse, pas biais, mais 3 axes d'analyse. Le récit mythologique déjà, parce que c'est ancré, on l'a dit, on l'a déjà pas mal illustré, mais on est vraiment là-dedans où il y a ce côté philosophie grecque, donc avec l'ananké, qui est un précepte philosophique qui nous dit que les choses sont un peu immuables dans la mythologie, c'est comme ça et pas autrement. Et finalement, c'est un peu ce que vit Ulysse, les choix qu'il est tout le temps amené à faire. Il est amené à les faire, mais il y a rarement du positif qui en ressort. Enfin, tu vois, une conséquence en entraîne une autre, un problème en entraîne un autre, et c'est un petit peu tout ce que vit du coup Ulysse 31 durant ses épopées. Et il y a quelque chose de très marquant aussi, Kira, qui différencie de la mythologie grecque, c'est que les dieux il n'y a pas d'abstraction, ils sont tangibles. C'est pas, tu vois, quelque chose d'un peu immuable, un peu abstrait du coup, comme dans la mythologie grecque. Ouais, ils ont une forme. Ils ont une forme, par exemple Chronos, le maître du temps, dans Ulysse 31, de façon très claire, il fait vieillir les membres d'équipage, il fait vieillir Ulysse et ses amis pour essayer tout simplement de les défaire. Donc c'est une adaptation très concrète de la mythologie qui apporte une modernité qui est très intéressante. Moi, je vois.
Je vais citer aussi comme exemple mon épisode préféré, l'épisode 23, quand Ulysse rencontre Ulysse. Et en fait, c'est Zeus qui envoie Ulysse 31 dans la mythologie antique pour rencontrer l'autre Ulysse, l'Ulysse de l'Odyssée d'Homère. Et, Ouais. et cet épisode, il est génial parce que tu vois, il fusionne un petit peu la source d'Ulysse 31 avec la mythologie, ce voyage dans le temps où il retrouve son ancêtre d'il y a 5000 ans, du coup, pour coexister. Et finalement, il fait de la mythologie dans la mythologie. C'est un peu une boucle de réflexion qui est assez intéressante. J'aime beaucoup cet épisode-là. Autre code qui est très bien dans cette série, au-delà de la mythologie, c'est Star Trek, mon cher Kira, que tu aimes beaucoup, que nous aimons d'ailleurs beaucoup. Et Ulysse 31 est empreint de Star Trek, qui est sorti en 1966, donc avant Star Wars, avant la série Ulysse 31 du coup. Et on retrouve tous les codes vraiment de Star Trek. Ulysse, c'est tout simplement le capitaine Kirk, où il se sacrifie très souvent, plusieurs fois dans la série. Il peut retourner sur Terre, retrouver sa famille, retrouver sa vie, mais il sacrifie ce souhait au profit de son équipage tout le temps. Et ça, je trouve que Kira, c'est Kirk, quoi. On peut pas dire mieux comme exemple. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a un côté Kirk, un peu moins racontard que Kirk, parce que Kirk est un peu raconte-boy. Un peu raconte-boy et il enchaîne les filles, tu vois. Donc c'est pas trop le cas d'Ulysse, mais dans le côté noble et le côté valeureux du personnage, on le retrouve, oui. Il y a l'intelligence artificielle qui est évidemment très présente, dans une forme très IA générative LLM de nos jours, donc assez rigolote. Un équipage diversifié, des humains, des extraterrestres, la tolérance, etc. Star Trek, quoi. La diplomatie d'abord. Il analyse, il écoute, il comprend, il négocie avant de rentrer dans le vif du sujet, la bagarre, et il y a de la bagarre. Et enfin, l'univers. Voilà, l'exploration d'un univers hostile et parfois pas que. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Et ça, c'est un des éléments évidemment très forts C'est pas manichéen, tout à fait. de Star Trek. Donc en conclusion, j'ai fait rapide parce qu'on manquait un petit peu de temps, mais c'est une série encore, je trouve, très actuelle, très contemporaine, avant-gardiste, et surtout, Kira, il y a quelque chose qu'on aime tous les deux, c'est que c'est une série du coup plutôt pour les enfants, mais qui prend jamais les enfants ou le public pour des cons. C'est intelligent, c'est didactique, ça apprend la mythologie de façon différente, et en même temps, ça pose les jalons philosophiques de la mythologie grecque, ou en tout cas de courants de pensée un peu modernes sur l'inclusion, etc. Et c'est top, c'est vraiment encore bien fait de nos jours. Ça va sortir d'ailleurs, je crois, bientôt dans une version remaster. Ouais, je crois qu'il y a des petites actus autour d'Ulysse 31 en ce moment, donc c'est très cool. Et moi, j'ai adoré. C'est vraiment un véritable coup de cœur à redécouvrir, à redécouvrir avec vos enfants ou tout seul en tant qu'adulte. C'est très bien. Une série intelligente sur la mythologie grecque et qui transpose du coup ces contes et ces mythes dans l'univers, l'espace, et je trouve que c'est hyper adapté de fait. Et que ça matche bien. Comme je dis souvent, c'est enfantin sans être infantile, et ça c'est super important, surtout à l'heure actuelle où beaucoup de séries pour les jeunes, malheureusement, c'est plus infantile qu'enfantin, quoi. Ouais, ça résume vraiment bien Ulysse 31, c'est malin, c'est bien fait. Les épisodes sont des stand-alone comme je l'ai dit, enfin voilà, allez-y, foncez, c'est vraiment très très chouette. Mais par contre, il n'y a pas de fin, on est d'accord. Il y a moyen, enfin, j'avoue, je vais pas spoiler. C'est pour ça que je me rappelle de la fin, en fait. C'est que la fin, j'attendais la suite et qu'on n'a jamais eu, quoi. Non. Il n'y a pas de suite, 26 épisodes. C'est donc la fin de l'émission. Je te laisse le mot de la fin pour terminer. Et puis, on attaque sur le deuxième enregistrement. Des petits billets vraiment très rapides. On va remercier Jordan pour son gentil message. Il adore la taverne du gamer. Il nous a découvert grâce à des conseils d'un collégien. Donc merci à lui. Il y a Larry qui nous a fait un gentil message et grâce à nous il lit Berserk, donc merci beaucoup. Il y a Jeff qui nous a mis 5 étoiles, il aime beaucoup notre duo et nos avis subjectifs, donc oui évidemment nos avis restent très subjectifs. 100% full subjectif, hein. Et l'émission de la semaine prochaine que vous entendrez la semaine prochaine, on sera évidemment plein dedans. Et comme mot de la fin, Kira, merci pour tout. Dernière émission classique de l'année et on enchaîne sur la taverne du gamer Awards avec nos top 5 de l'année. Exactement. Ça te va, Kira ? Ça me va, tout à fait. Et sur ce, on vous souhaite une belle semaine et puis à très vite. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.